Merci beaucoup, William, pour toutes ces années passées ensemble. Merci de votre confiance. Merci aussi de donner une parole aux animaux. Pardon, je suis très émue, parce que depuis toutes ces années, vous mettez les animaux en avant. Et donc, merci beaucoup. Je voulais remercier aussi Vincent Bolloré, qui m'a donné cette chance, qui a cru en moi pendant toutes ces années. Et merci à cette équipe. C'était en quelle année, ça, avec Vincent? En 2005. Avec 2005. Avec Caroline, on a ouvert la chaîne. Dans Direct Matin et moi dans Gym Direct. Et après, on a continué avec les animaux. Et il a toujours cru en moi, en nous. Et il ne s'est pas trompé, hein? Il ne s'est pas trompé, hein? Et donc, vous choisissez ça. C'est vrai que... Moi, je trouve qu'il ne s'est pas trompé. Et vous n'êtes pas trompé non plus, parce que vous avez... Moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit, mais j'ai bien fait. Mais vous m'avez fait confiance, William, et ça, c'est beaucoup pour moi. Donc, merci beaucoup. Et merci à toute cette équipe. Allez, et merci à toutes les personnes qui sont derrière. Merci vraiment du fond du cœur. Je suis désolée de pleurer, mais... Moi, j'ai bien fait d'être enrhumé aujourd'hui. Il faut bien que je planque. Pourquoi vous voulez planquer? Allez, on s'en va, mes enfants. Bisous, ma belle. Voilà. Voilà, ça vous fait plaisir de revenir? Je suis très heureuse. Alors racontez-nous ce qui vous est arrivé. Alors, j'ai en fait découvert cet été que j'avais ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Enfin, en l'occurrence, pour moi, elle était auto-immune, mais qui est dégénérative et qui s'appelle l'autospongiose. Et en fait, c'est une maladie qui, à terme, rend sourd. Exactement. Et donc, j'ai cette chance qu'on a pu m'opérer, parce qu'on ne peut pas forcément toujours opérer, hélas, pour ceux qui, malheureusement, finissent par devenir sourds. Et puis, voilà, l'opération s'est bien passée. Mais malheureusement, j'ai eu quelques petites complications post-opératoires qui font que, au lieu de mettre 3 semaines, j'ai mis plus de 2 mois à revenir. C'est pas encore complètement rétabli. Vous tanguez un peu. Je suis un peu sur un bateau, mais je suis très contente d'être sur ce bateau avec vous parce que vous m'avez vraiment tous manqué infiniment. Donc, voilà. Et puis alors, je voudrais remercier plein de monde, c'est-à-dire vous, Cyril, parce que je vous ai eu tout le temps au téléphone, toujours. Géraldine, qui a été au-delà d'une mère poule, qui a appelé tous les jours, 15 fois par jour, pour savoir comment j'allais, ce qui se passait, qui était médecin avec les médecins, etc., qui était vraiment génial. Les copains qui m'ont tous envoyé des petits mots. Et puis le public, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça, Cyril, mais ça a été un raz-de-marée de messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Vous avez pris quoi, un nouveau mec? Non, et je voulais vraiment vous remercier parce que dans ces moments-là, on est très fragile et votre amour, votre soutien, votre gentillesse, votre bienveillance, ça a été incroyable. Donc merci aux téléspectateurs qui, vraiment, je ne m'attendais pas à ce point-là, autant de messages. Et bien sûr. Voilà, donc merci infiniment. On vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Il a fait 40 degrés pendant 40 jours pour tous les candidats, avec 92% d'humidité. C'est vrai qu'il a fait très chaud, très humide, il y a même parfois. Une tempête. Ouais, une tempête qui nous a obligés à prendre des mesures de sécurité et à extraire très provisoirement les candidats des îles parce que, à cause de cette tempête et notamment à cause de l'état de la mer, il n'était plus possible de pouvoir accéder à ces îles. Mais ça fait partie de Koh-Lanta. On est dans des zones où il peut y avoir des tempêtes tropicales. C'est ce qui s'est produit. Vous avez parlé d'Alan, le Dunkerquois, qui est le fils d'une ancienne candidate. De Marjorie. Eh bien, Alan, on les voit tous les deux. Marjorie, 2017, au Cambodge, elle a dépassé la réunification. C'était une aventurière très motivée. Moi, je me souviens qu'à la finale, j'avais rencontré un petit mec aux yeux bleus, que vous voyez ici, qui était beaucoup plus jeune, qui était à peine aux portes de l'adolescence. Et je me souviens qu'il était déjà motivé comme jamais pour Koh-Lanta. Ensuite, il a caché son jeu. Parce qu'il s'est interdit normalement, c'est ça? Non, mais lors du casting, on leur demande s'ils ont des connaissances dans les gens qui ont fait Koh-Lanta, etc. Lui, il nous a dit évidemment non, pour protéger sa candidature, mais il était tellement motivé, tellement incroyablement décidé à faire Koh-Lanta, qu'on ne s'est pas posé la question. Et quand on l'a appris, finalement, on s'est dit, à quoi bon, c'est pas grave, sa maman a fait Koh-Lanta, il vient faire Koh-Lanta. Je peux vous dire qu'elle était motivée, elle avait l'accent de Dunkerque. Il est super motivé et il a encore plus l'accent de Dunkerque et il est super heureux de représenter le Nord avec son job de docker à Dunkerque et il s'est préparé comme jamais. Il y a aussi Mehdi, c'est l'un des candidats de cette nouvelle saison. Lui, il regarde l'émission depuis qu'il est tout petit et la première fois qu'il avait candidaté, il avait 17 ans. Donc à 17 ans, il n'avait pas le droit, donc on lui avait dit gentiment à ce moment-là, il va falloir revenir lorsque tu seras majeur. Effectivement, un joueur de rugby. Et il faut bien comprendre que pour ces aventuriers, certains sont pris dès leur première candidature, d'autres ont multiplié les candidatures, parfois jusqu'à 10. Et c'est vrai que c'est comme un avènement pour certains d'entre eux, et notamment pour Mehdi. Elena, vous êtes candidate pour Koh-Lanta? Pas du tout. Mais je suis une spectatrice.
une très bonne paix. On en parlait tout à l'heure, notamment avec son papa. Ouais. Elle aimait regarder Koh-Lanta. Ce soir, alors que les garçons faisaient les chœurs. Là, oui, ils ne connaissaient pas. Et ils sont capables tous les deux de faire la grimace. Ils sont capables de faire ça. Voilà. C'est la grimace qui accompagne la pochette de votre album à sortir le 14 mars prochain. Un premier album, une tournée partout en France, dont un Olympia et un Zénith. Des fans de tous les âges. Et tout ça moins d'un an après la fin de votre aventure à la Starac. Ça vous paraît normal tout ça? Non. Je sais que c'est pas normal. J'en ai conscience. Mais ça vous paraît fou? Oui, complètement. Mais en fait, du coup, c'est tellement fou que impossible de réaliser, de conscientiser. Et donc, on fonce tout droit. Ça vous inspire cette grimace alors, c'est ça? Exactement, ça c'est tout moi quoi. C'est pour ça que tu gardes les pieds sur terre aussi. Exactement. Avant d'intégrer la Starac, vous étiez étudiante à Bruxelles pour devenir logopède. Exact. C'est l'équivalent d'orthophoniste. Exactement. En Belgique. Et vous aviez non seulement jamais chanté en public, mais jamais chanté devant vos parents. Non. Non, ça me gênait. Je suis pas du tout. Je trouve que chanter c'est très intime. Et ouais. Et je sais pas. Je pense que j'avais pas besoin aussi de leur avis. J'aimais bien faire ça toute seule. C'était mon petit truc à moi. J'ai jamais vraiment voulu le partager avant. Puis un jour, j'avais quand même envie de savoir si je chantais bien ou pas. Si ce que je faisais, c'était pas si mal que ça. Mais ils sont pas tombés de l'armoire quand ils vous ont vu intégrer la Starac, puis partir en tournée, qu'ils sont venus vous voir en concert. Ouais, ça a été complètement aussi fou pour eux que pour moi. En vrai, je pense en tant que parent, c'est assez dingue de voir sa fille qui n'en a jamais parlé, qui n'en a jamais rêvé en soi, de l'avoir propulsée comme ça assez rapidement. Mais du coup, en fait, tout ça nous fait garder justement les pieds sur terre et on reste une famille complètement normale, quoi. Bon, vous n'aviez jamais composé non plus de chansons. Résultat, vous en avez déjà composé 3 qui ont été des succès. Et là, de quoi nourrir un premier album en vous inspirant de votre vie, tout simplement. Complètement, ouais. De votre vie privée même. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus simple en soi de raconter des histoires qui nous sont arrivées parce que du coup, les paroles, elles arrivent assez naturellement et on réfléchit moins, on s'inspire juste des faits qui ont existé, qui sont réels, même des phrases parfois que je prends de manière très littérale et donc c'est plus simple. C'est peut-être difficile de voter pour un couple qui a effectivement obtenu cette note. Alors moi, je ne suis pas dans les secrets du jury. Nous avons essayé de faire le mieux possible. Ça a été saqué par Chris Marquez. Ah là, tu vas lancer la polémique. Bah oui, c'est sûr. Il savait très bien qu'en mettant un 2, c'était quasiment irrattrapable, même avec le public qui a voté massivement pour toi. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mathématiquement, mathématiquement, ça n'a pas joué parce que l'écart était quand même sensible, mais dans l'esprit du vote du public, je pense que ça a joué. Il est évident que pour le grand public, qui apparemment me porte assez dans son cœur, je suis évidemment très heureux et très touché. C'est vrai que cette note a dû rester un peu dans un coin de sa tête au moment de voter. Maintenant, encore une fois, est-ce que ça aurait changé les choses? Oui, parce qu'on t'aurait mis un 3 ou un 15, c'était pas la même et t'étais sauvé par le public. Voilà. Par mois pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans votre vie. Combien exactement? Je pourrais minimum, pas te dire. Le milli, ma poule, le milli. Ouais, le milli. Le milli. T'as déclaré, il me semble, c'est toi, Camilla, sur les réseaux sociaux, que tu ne pourrais pas faire un travail pour 3-4 000 euros par mois. Ouais. Donc, tu considères que 3-4 000 euros, c'est peu? C'est peu. Pour assumer mon train de vie, c'est trop peu. Et pourquoi tu ne pourrais pas faire un travail qui rémunérait 3 000, 4 000 euros par mois? Après, attention, moi, quand j'étais plus jeune, à l'âge de 18 ans, j'ai travaillé à l'usine. Je gagnais 1 200 euros par mois. Mais en fait, en travaillant comme ça, en tant qu'ouvrière à l'usine, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je me voyais toute ma vie, en fait. Et toi, Ajar, 3 000, 4 000 euros par mois, tu trouves comme ta sœur que c'est trop peu? Impossible. Non, impossible. Parce que j'aime bien voyager, j'aime bien bouger, j'aime bien me faire plaisir. 3-4 000 euros, c'est pas possible. Un mec, il faut qu'il gagne combien par mois pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans votre vie? Combien exactement? Je pourrais minimum, pas te dire. Le milli, ma poule, le milli. Ouais, le milli. Le milli. Bon courage. Le milli? C'est quoi le milli? Le million. Par mois? Ouais. Il y en a qui le font. Ouais. Vous acceptez pas un mec qui gagne moins d'1 million d'euros par mois? C'est compliqué. C'est vrai? C'est compliqué.
de toute façon, pour l'instant, on veut pas se marier, on veut pas d'enfants, donc on s'en fout des mecs pour l'instant, en fait. Ouais. Ah bah oui, On d'accord. s'assume solo, hein, on n'a pas besoin d'homme. Oh, bah oui, j'en doute pas. Mais si demain il y a un homme qui rentre dans notre vie, il faut qu'il y ait plus que nous. Ouais, c'est une pépite rare et inédite, en forme d'énigme, incarnée par une personne, un personnage qu'on ne voit jamais au naturel. Voici. De charpente dressée verticalement. Chez les jeunes, c'est un super ami. Et c'est en observant des pélicans que cette idée a surgi. Qui est-il? Pièce de charpente dressée verticalement. L'énigme, la solution de l'énigme? Je n'en ai aucune idée. Moi, j'écoutais surtout la voix de mon ami Yann Le Gac. Alors, Yann Le Gac, qu'on ne voit jamais d'habitude, qui est le père Fouras, et en même temps le concepteur... Le producteur des jeux. Le concepteur de toutes les énigmes, de toutes les épreuves de Koh-Lanta. Eh bien, c'est Yann Le Gac, en personne, qui, dans un geste inédit et dans une apparition, je crois, assez rare, va nous donner la solution de l'énigme. Et oui, Denis, le poteau, l'épreuve culte de Koh-Lanta, les poteaux. Et attention, il faut vraiment que la caméra elle reste dans cette direction parce que juste à côté, là, sur le mur qui me sert de tableau, il y a toutes les nouveautés du prochain tournage de Koh-Lanta. Et à ce propos, Denis, sache que chaque année, j'attends précieusement le moment où je vais t'exposer justement ces nouveautés. D'une part parce que tu as le sens du jeu et de l'arbitrage, et j'écoute attentivement ton ressenti et tes analyses, même si parfois, ça me dérange un peu. Et tiens, d'ailleurs, à ce propos, quelle est l'épreuve que tu refuserais catégoriquement de toutes celles que tu as en mémoire concernant Koh-Lanta? Il y en a une? Vraie pépite et vraie question pour vous. Quelle est l'épreuve que vous refuseriez catégoriquement? Je déteste les épreuves de patience et c'est le cochon pendu où il faut rester des heures accroché sous un rondin à l'horizontale. Voilà, ça, cette épreuve-là. Puis je mettrais, parce que j'aime pas non plus les épreuves d'équilibre, parce que j'ai un équilibre proche du néant. Mais voilà, mais c'est bien que vous puissiez mettre en lumière cet homme qui est absolument exceptionnel, qui a commencé sa vie comme danseur étoile chez Béjart, et qui a été ensuite un type incroyable, qui a une imagination avec son équipe, et chaque année, il nous bluffe. Voilà, c'est super sympa de l'avoir ce soir. Et qui est au centre de deux grandes émissions de jeux et très populaires, Koh-Lanta et Fort Boyard. Et je vous jure que la prochaine fois, on fera l'inverse et c'est moi qui lui poserai une question et qui lui lancerai un défi. Parce qu'en tant que... Non, en père Fouras s'il veut, mais en tant que danseur étoile, pendant très longtemps, pendant Koh-Lanta, il nous permettait de le voir faire quelques pas de danse et surtout un fameux grand écart. Quels que soient les endroits du monde où on allait, c'est un type assez prodigieux. Le père Fouras est un danseur étoile. Il a été danseur étoile chez Béjart. Il a une histoire incroyable, c'est-à-dire que ce type-là, il n'était pas du tout danseur au départ. Il n'a pas une formation de danseur, il n'était pas à l'opéra. Il faisait du cirque. Et un jour, Béjart a dit « J'en ai marre des danseurs classiques, je voudrais sortir un petit peu de cet univers-là. » Il est allé dans un cirque, il a vu des gamins, il a dit « Toi, je veux que tu viennes bosser avec moi. Est-ce que tu es d'accord ?» Il est devenu danseur étoile et il a dansé dans les plus grands théâtres du monde pendant des années avant de se reconvertir avec beaucoup de succès dans la production de jeux et d'énigmes. C'est une exclusivité BFM TV. Une grande tournée avec tous les tubes de Céline Dion se prépare actuellement. Et aux manettes, Philippe, des talents qui ont collaboré par le passé avec Céline. Ça s'appelle Génération Céline. Et BFM TV est la seule chaîne de télévision à avoir assisté aux répétitions. Voilà, et j'ai toujours tendance à dire qu'un peu de musique, finalement, ça vaut plus qu'un long discours. C'est pas The Voice, mais ça envoie pas mal cette petite histoire. Elles sont 4. Vous avez Catherine, Magali, Chiara, Virginie, et elles vont faire vivre donc sur scène les chansons de Céline Dion après un très long casting. Il a fallu les trouver, ces voix. Plusieurs centaines de personnes dans le monde ont été auditionnées. 4 interprètes, leurs voix se marient. Elles savent allier à la fois l'émotion et la puissance, à l'image par exemple de Catherine Person. Elle vient du Québec. Elle a déjà un spectacle là-bas autour de Céline Dion. Elle est ravie de venir en France pour apporter quoi? Une touche justement québécoise, parce que Céline, ça fait partie d'elle. Elle est au micro de Sally Avalé. Chacun de ces albums est rattaché à une époque de ma vie. Alors, ma première voiture neuve, ma première peine d'amour, et puis j'ai suivi tous ces looks aussi, toutes ces coiffures, toutes ces tenues vestimentaires. Ça a été mon modèle, elle est mon modèle depuis toujours. Encore un soir, encore une heure,
Waouh. L'un des albums de Céline Dion s'appelle Une fille et 4 types. Ici, c'est plutôt 4 filles et un type qui est à l'origine de ce spectacle, en fait. Exactement. Et il faisait partie justement des 4 types de Céline Dion dans l'album. Vous voyez comme quoi la boucle est bouclée. Il s'appelle Eric Benzi. Vous le voyez ici à l'image. C'est un complice de Céline. C'est le monsieur avec les cheveux blancs. Voilà, le premier à gauche. À gauche, le premier. Voilà, c'est lui, celui-là. Voilà. Voilà. Il a bossé sur 4 albums de Céline. Il a bossé sur le 2, cet album mythique qui est le plus vendu, l'album francophone le plus vendu, qui va fêter ses 30 ans très prochainement. Complice de Goldman aussi, avec qui il a bossé plusieurs albums. C'est lui-même qui faisait la vigie sur cette tournée autour des chansons de Goldman pour vérifier qu'on respectait bien l'œuvre de Jean-Jacques. Alors, Génération Céline, à quoi ça va ressembler? Je sais pas, par exemple, est-ce qu'il va y avoir toute sa carrière? Oui, toute sa carrière. Alors, pas chronologiquement, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais vraiment, effectivement, on va passer de ses tout débuts, de sa première chanson jusqu'au phénomène à Vegas, etc. Sa période française, sa période américaine. Et on va raconter toutes ces... avec beaucoup d'anecdotes aussi qu'on va pouvoir raconter, qui sont passées en studio. Moi, j'ai eu l'occasion de faire 4 albums avec elle, donc j'ai un peu aussi des petites choses à raconter là-dessus. Et donc, on va transmettre tout ça. Des chansons, des anecdotes, le Titanic, bien sûr, avec cette idée de faire participer... le roi du monde, je t'ai reconnu. Tu le fais bien. Il faut pas faire participer le public, dépoussiérer aussi certaines chansons, notamment les premières chansons de Céline, qu'on va mettre un peu plus rock. Donc le casting c'est fait, la liste des chansons, elle est établie aussi. Là maintenant, eh bien, il va falloir mettre en place les chorégraphies, les tenues, la mise en scène. Il y a encore un peu de boulot donc pour Eric Benzi, que vous avez vu, et Richard Walters, qui est son complice tourneur, qui a été le premier tourneur français de Céline. Elle en pense quoi, Céline? Alors Céline, elle n'est pas encore totalement au courant de l'affaire. Ils ont prévu de lui en parler quand ça sera un peu plus patate. Et ils espèrent peut-être qu'elle vienne sur cette tournée. Sait-on jamais, après tout. Pourquoi pas? En tout cas, Génération Céline, ça va démarrer à Beauvais le 19 septembre. Il y aura 2 dates en septembre à Paris, les 20 et 21 septembre 2025. Et ensuite, ça va être une grosse tournée à partir de 2026, du 9 janvier au 17 février 2026 pour l'instant. Il y aura certainement encore d'autres dates qui vont s'ajouter. Ça va être le même succès que les reprises de Goldman, certainement en salle. Tu nous as donné très envie. On se dit que la salle Playel, ça va être trop petit.